par carte bancaire. Ça, c'était la journée, la partie gaine de la journée. Et le soir, nous étions au tribunal. Comme on vous a déjà dit, Réal a décidé de faire le tribunal d'Abidjan, notre secrétariat général. Donc chaque mercredi, nous nous trouvons là-bas pour faire notre secrétariat général là-bas. Hier, c'était le vice-président, le deuxième vice-président du CSP, le camarade Adia Damana, qui était appelé à la barre. Et très tard dans la nuit, les débats ont eu lieu. Le procureur a requis 20 ans de prison contre notre camarade. Les avocats ont démontré la vacuité de l'accusation. La balle est dans le camp des juges. Le procureur, il peut requérir 40 ans, 50 ans, c'est son travail. Ça n'effraie personne. Mais c'est lui qui prend la décision en comparant les arguments de l'accusation et les contre-arguments de la défense. Il faut qu'il soit capable de trancher au regard du droit et de son intime conviction. Et c'est là où nous interpellons la justice ivoirienne. Nous allons revenir là-dessus dans le prochain, dans le fil de notre conférence. À l'occasion de cette visite, de ces audiences, il y en a une ce soir encore. Comment il s'appelle, le camarade Kwa Justin, comme je vous l'ai dit, c'est le secrétariat, continue le secrétariat là-bas aujourd'hui. Et le 12, c'est les délibérés de Picas, l'affaire a été mise en délibéré, et le procès encore de nos amis Ponon, et je ne parle même pas de drone Kofi, et on ne sait même pas quel est le sort qui est réservé celui-là à notre ami Gala Colibri, à Dosso, Rodel, et ainsi de suite. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à l'occasion de ces audiences, nous avons remarqué que la majorité des cas qu'on appelle là-bas, ce sont des probables. La majorité des cas. Et il y a des cas anonymes que nous avons découverts là-bas. Des gens qui rentrent d'exil parce qu'ils étaient des anciens exilés. Il y a une présomption de criminalité contre eux. Ils sont arrêtés. Des jeunes ont passé 3 ans, 4 ans. Hier, ils ont condamné pour arrondir les angles à 5 ans. Parce qu'en temps, ils avaient déjà passé 4 ans et 7 mois, 9 mois. Donc, pour ne pas être généreux, on leur a donné 5 ans. Et on leur a dit, bon, débrouillez-vous, vous allez passer, calmez-vous, vous allez passer 2 mois, vous allez rentrer à la maison. Mais ce n'est pas ça dans une justice dans un pays. La justice est le cœur de la réconciliation et du contrat social. Et nous interpellons les magistrats sur leur rôle. Ce régime-là qui tente à tout tenir par les moyens les plus inacceptables est le 5e que connaît la Côte d'Ivoire. Il passera d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui ne passe jamais dans la vie de quelqu'un, c'est notre conscience. Si nous en avons une. Si nous en avons une, oh, nous leur accordons la présomption qu'ils ont une conscience et que les accusations et les arguments du procureur contre Picard ne peuvent pas prospérer. On ne va pas continuer avec ça. Si le schéma est de faire en sorte que nous puissions nous taire, nous intimider, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Moi, qui vous parle là, j'ai déjà fait la prison 2 fois au Ghana. On est assis ici, là, il faut compter. Si on enlève les anciens prisonniers, là, il reste plus beaucoup ici. Mais malgré ça, nous sommes là. Donc, ce qu'on leur demande au gouvernement, c'est que la contradiction politique, elle se règle de façon politique. Et nous demandons aux juges
de sortir du débat politique. Le procureur, c'est la main avancée de l'exécutif. Moi, je n'accuse jamais le procureur. Il fait ce que les patrons lui disent. Mais les juges, et l'histoire n'acceptera pas. Non, j'ai été obligé de faire ça. Non, on n'oblige personne à agir quand ta conscience est là. Tout finit sur cette terre. Tout a une fin. Mais la seule chose qui n'a pas de fin, c'est votre renommée que vous laissez sur cette terre. Elle n'a jamais de fin. Je souhaite que les magistrats comprennent ce que nous disons. Personne n'est là obligé à devenir juge. C'est eux qui ont décidé d'être juge. Moi, je vais passer le concours l'ENA, je n'aurais pas décidé d'être juge. Si ça m'intéressait, mais je ne connais pas l'âme d'un juge. On ne peut pas continuer d'accepter ça. Les décisions de justice organisées et orientées contre un seul camp fragilisent la cohésion sociale. Ça entretient les rancœurs. Et tôt ou tard, ces rancœurs explosent. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Mais l'épicentre de ces rancœurs-là, il faut les retrouver dans l'histoire. Parfois, l'histoire lointaine. Et c'est parfois des innocents qui payent. La justice doit payer. C'est le rôle du juge. Voilà ce que nous voulons dire sur cette question-là. Et nous apportons tout notre soutien à nos camarades plus tard et à tous les autres. C'est de se dire, il y a une dizaine de jours, c'était le samedi, le président, son excellence le président Laurent Gbagbo, a rendu visite à la population, à la chefferie d'Adjamé. Et là-bas, Adjamé village, vous connaissez bien les drames, une visite de compassion. La visite qui était censée être une visite d'échange entre les chefs s'est transformée en meeting compte tenu de l'affluence des populations. On ne pouvait pas uniquement faire une rencontre avec les chefs. Et le président a parlé avec les chefs. Ils se sont compris, ils se sont entendus. Et comme il y avait du monde dehors, le président a donc fait une rencontre avec les populations, il a parlé. Et non seulement le président a apporté la compassion aux populations d'Adjamé et les populations Achan, la chefferie Achan, qui a accepté la compassion, mais en plus, il a demandé l'autorisation en tant qu'Ivoirien. Et nous allons insister sur ça. En tant qu'Ivoirien, connaissant les valeurs culturelles, connaissant la profondeur de sa société, a demandé aux populations Achan, qui sont les propriétaires terriens d'Abidjan, l'autorisation de circuler à Abidjan pour aller annoncer l'opération Kokoko, c'est-à-dire pour aller annoncer, rencontrer les populations et leur annoncer sa candidature. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et les populations lui ont accordé cela. Et le président a tenu un discours. Alors, il y a deux choses que nous avons remarquées. Je crois que le discours du président a soulevé deux mots dont souffre le régime RHDP. Je ne sais pas si vous connaissez bien. La dyscalculie et la dyslexie. Je crois qu'il doit y avoir des psychologues. La dyscalculie, c'est un trouble de comportement de quelqu'un qui ne connaît pas, qui a du mal à concevoir, à comprendre les principes mathématiques et des chiffres. On appelle ça la dyscalculie. C'est-à-dire, il mélange tous les chiffres. Il ne peut pas comprendre que 2 plus 2 égale 4, c'est supérieur à 1 plus 2, qui est 3. C'est la dyscalculie. La dyslexie, c'est la maladie des gens qui ont des problèmes avec l'orthographe, le mot, le français, le mot. C'est un truc de comportement. Et il faut, c'est les psychiatres ou les psychologues qui gèrent ça. Et là, le président les a aidés à se soigner. Parce que s'ils avaient cette maladie-là, mais ils ne se sentaient pas. Mais là, la visite du président
les aide à se soigner. Ils ont découvert qu'ils avaient vraiment cette maladie-là et ils sont découverts. Premièrement, à peine le président a apporté sa compassion que le gouverneur, le RADP, le gouverneur du district d'Abidjan, s'est soudain appelé qu'il y avait des chefs Hatchans qui se déplaçaient en Aurore, qui se déplaçaient à vélo, qui par bus, et subitement, a trouvé 195 véhicules qui leur donnent 100 combien? C'est ça, donc 195. Ah, 100? Ah, 95, ah, c'est pas 195. Bon. Ils m'ont contaminé à de calculer. 95 véhicules. Avec promesse de carburant mensuel. Vous savez, dans notre tradition, quand une personne envie un fruit qui se tient au sommet d'un arbre et qui est inaccessible, et puis subitement le lendemain, il trouve le fruit qui était au sommet de l'arbre qui tombe, il le trouve devant sa maison. Quand la personne prend le fruit pour le manger, la personne en Afrique se souvient et remercie le vent qui a soufflé la veille. C'est ce vent-là qui a permis à cette personne de manger le fruit qui lui était inaccessible. Les peuples Hatchans se souviennent très bien que c'est grâce au vent qui a soufflé à Diamé village que les véhicules leur sont tombés du ciel. Ils se souviennent très bien de ça. Et notre espoir, c'est que comme le vent va souffler ailleurs, que d'ici là, peut-être qu'ils se souviennent qu'effectivement, ils ont démoli des maisons des gens qui ont venu être décasés, et qu'il y a d'autres chefs qui attendent sur leur véhicule. Comme ça, au moins, ils vont être guéris de leur cécité et de leur surdité. Parce que quelqu'un qui gouverne le district depuis pratiquement 15 ans, et c'est maintenant se rend compte que les chefs Hatchans, le lendemain de la visite que le président Laurent de compassion leur donnant, il se rend compte que jusque-là, ils marchaient où ils en prenaient des warors pour aller à leur réunion. Nous sommes heureux qu'ils retrouvent la santé, que la cécité soit tombée, les écailles soient tombées de leurs yeux, et que les oreilles soient bouchées, et qu'ils découvrent la misère dans laquelle leur gouvernance fait des démolitions et des destructions, plonge la population. Mais pendant ce temps, le président a parlé d'un discours. La dibadette. Et depuis lors, on entend des sons de partout. Ah non, le président Laurent Gbagbo, il parle comme il est resté figé en 2010, ça c'est Bakongo qui le dit, en 2010, il parle comme s'il parlait aux Agora, que les enfants qui sont nés en 2010, ils ont 15 ans, ils ont des smartphones, dont le président Gbagbo est dépassé, et ils ne sont pas dépassés. Alors, je vais vous faire une anecdote. Une fois, je suis allé donner une conférence dans un pays de l'Afrique centrale. J'ai préparé ma conférence. J'arrive, je parle magistralement, un coup magistral, je sors, les gens m'applaudissent très bien. Et puis au moins, je retourne dans ma table, m'assois, j'entends derrière, non, c'est pas fini, revenez, c'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'il reste à dire? Parce que moi, j'ai dit là, c'est ce que je connais. J'entends là, non, on veut le français ivoirien, ça nous manque. On veut le français de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui m'avaient invité connaissaient mon niveau intellectuel. Mais ils savaient que je suis de la Côte d'Ivoire. Ils savaient notre identité. Et je suis monté. Je leur ai parlé un peu de Nouchi. Et ils étaient contents. Chers amis, un peuple a une identité. Ce n'est même pas un problème de race. Ce n'est même pas un problème d'ethnie. C'est une âme. Il y a le comédien Wallace,
qui est d'origine marocaine. C'est Wallace, non? C'est ça. Mais il est marocain blanc. Mais il était tellement identifié à l'âme de la Côte d'Ivoire que lorsqu'il parle, tu as l'impression que tu ne peux pas t'imaginer sur l'instant qu'il ne soit pas ivoirien. Pourtant, il est blanc. Mais il est né ici, il a grandi ici, il a appris la culture ici et il est fondamentalement ivoirien. Et c'est ça qui l'identifie. Mais tu peux être né ici, grandi ici, et n'avoir aucune âme du peuple. Mais tu ne peux pas diriger un peuple dont tu ne connais pas l'âme, dont tu ne sais pas ce qu'est l'âme de ce peuple. C'est pourquoi eux, ils pensent qu'il faut le développement en cassant les villages, qui constituent l'âme culturelle de l'Africain. Ils pensent qu'ils sont avancés lorsqu'ils construisent des murs pour cacher Adjoufou. Ils croient qu'ils sont en train d'avancer lorsqu'ils cassent le maquis. Mais les maquis en Côte d'Ivoire, c'est notre culture, c'est notre identité. C'est comme si vous arrivez en France, quelqu'un se lève en France et dit, moi, je ne veux plus de café. On dit, mais lui, là, il vient d'où? À une rencontre, une fois, les présidents Obama, le G7, avaient rencontré les présidents du G7 à Washington. Et quand ils ont fini, le président Obama allait chercher un hamburger pour eux. Il est venu leur servir un hamburger. C'est l'identité de son peuple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a conquis le monde avec son identité. Sauf ceux même qui sont la Côte d'Ivoire mais qui l'ignorent. C'est pourquoi vous trouverez le mot enjaillé dans les dictionnaires. Ils ne savent certainement pas du tout que mon oncle, Mauro, a enseigné dans les années 90 le français de Nouchi à l'université. Mais le président Laurent Gbagbo connaît la Côte d'Ivoire. Quand il parle à son peuple qu'il connaît. Quand les autres parlent, le peuple ne comprend pas ce qu'ils disent. Et c'est ça qui est leur problème en fait. C'est ça qui leur fait mal. Parce qu'aujourd'hui, quand vous tapez Diba, ça envoie la dette. Vous tapez sur Google Diba, ça envoie la dette. Et quand le président a parlé de Diba dette là, celui qui est à Djamé comprend que ça veut dire la dette, elle est énorme. Parce que Diba là, c'est l'énormité. Celui qui a beaucoup, c'est eux qu'on dirige. C'est ça, l'âme d'un peuple. Ils n'arrivent pas à faire autant, mais ça, ce n'est pas notre faute. Et je le dis bien, ce n'est même pas un problème de race, ce n'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème de conscience, d'épouser les valeurs d'un peuple. Ils n'en ont pas. Quand ils parlent, vous les écoutez, bon, on les écoute, mais il y a quelque chose qui manque. Non. Le président a parlé à l'ensemble des Ivoiriens et ils ont compris. Et je crois que c'est parce qu'ils ont compris que ça leur fait mal. Oui, la dette est Diba, elle est Diba. Et vous allez voir, dans peu de temps, le Larousse va prendre ça. Diba, ça veut dire immense. Exemple, dette de la Côte d'Ivoire. Ça va, ils vont écrire ça dedans. Donc arrêtez les choses simples. Quelqu'un qui fait corps avec son peuple, qui vit son peuple, qui le connaît, vous ne pouvez pas le concurrencer sur ce terrain. Vous avez cassé des agoras, mais les agoras se sont reportés sur les smartphones. Les gens échangent. En tout cas, tous les Ivoiriens savent que la dette, la Côte d'Ivoire, elle est débat.
Donc, elle est énorme. Ça, c'est un homme d'État qui a parlé avec son peuple, qui connaît son peuple, qui s'identifie à son peuple. C'est un don. Tout le monde n'a pas les aptitudes des dons. Et les dons, généralement, ça fait la jalousie et parfois les mal exprimés. Comme la façon dont il essaie de dénaturer, de caricaturer, de dépeindre un discours que le président a tenu et qui a été compris par tout le monde. Ces prévisions sont faites, chers amis, nous allons, il y a la question de la CEI. Les enjeux de la CEI, la révision de la liste électorale. Je voudrais dire que la tournée du président se continue, et ça, il va encore nous sortir encore un autre mot. Bon, je ne sais pas, peut-être que d'ici là, il va le 8, le samedi, le président est à Marcory. Il va rencontrer les populations d'Abidjan Sud, mais il va à la rencontre de toute la population d'Abidjan. Tous ceux qui veulent se déplacer, qui veulent découvrir les dictionnaires cachés du président Laurent Gbagbo, qui veut connaître la vérité sur l'état de la Côte d'Ivoire, le samedi 8, le président vous invite tous à Marcory, au stade du quartier résidentiel, pour un meeting où il va encore décortiquer la gestion du RHDP. Retenez cette date. Et peut-être après ça, les populations, je suis sûr, elles vont se prier encore. Le président, il n'a qu'à encore dit quelque chose. Peut-être maintenant, on va nous construire une maison. On va donner une voiture. Dès qu'il va finir de parler, là, on va nous donner une maison. Alors, les fondements de la révision de la liste électorale. Le président exécutif de notre parti a une délégation rencontré il n'y a pas longtemps le président de la CEI pour aller lui rappeler des obligations qui découlent de la loi électorale. Ces obligations concernent la révision de la liste électorale qui doit être annuelle. Et c'est l'article 6 du Code électoral, de l'ordonnance qui a été faite par le chef de l'État, leur patron, de son article 6, qui dit de façon claire ce qui suit. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Document administratif. En droit, ça veut dire quelque chose. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ça, ce n'est pas le PPACI qui a écrit. C'est le code électoral qui le dit. C'est le code électoral qui le dit. Et le code électoral n'a pas prévu d'exception pour tenir compte d'un calendrier quelconque dit d'élection. C'est le code électoral, c'est-à-dire la loi. Alors que toute l'opposition demande une révision pour 2025, comme la loi le dit, le président de la CEI, M. Koulibaly Ibrahim Kuber, rejoint cela par le RHDP, s'oppose à ce que la loi leur impose comme règle. On m'a même dit, comme on n'a pas les éléments ici, on fait attention, qu'il aurait limogé l'un de ses conseillers pour cette cause. Bon. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'un organe de l'État puisse s'opposer à la loi, décider d'être hors la loi? Il y a quelqu'un qui a dit quelque part qu'il n'y avait pas de hors la loi sur la liste électorale. Parfait. Mais on ne veut pas que nos CI soient hors la loi.
C'est la loi qui le dit. Et il n'y a pas d'exception. En droit, lorsqu'il n'y a pas d'exception, l'exception ne se présume pas. Parce que l'exception revenant contredire le droit commun, la loi veut que ce soit clairement dit. On aurait dit exceptionnellement, quand il y a une année électorale, on ne fait pas de révision. La loi n'a pas prévu. Donc, personne en Côte d'Ivoire n'a le pouvoir de s'opposer à ça. C'est une sorte de voie de fait. C'est une voie de fait. On ne peut pas dire que vous avez dans votre budget, votre ligne budgétaire, un chapitre alloué à la révision de la liste électorale et dire que non, vous ne la faites pas. Mais pourquoi? Mais en quoi la révision de la liste électorale dérange la CEI et le RHDP? Vraiment qu'on nous explique en quoi améliorer la liste électorale pour rendre les élections plus crédibles et transparentes, plus démocratiques, parce que la base électorale sera plus large. En quoi cela est-il dérangeant pour le RHDP et son appendice, de la CEI? Parce que dans la réalité, c'est l'appendice de la CEI, parce que ça vient de montrer. Pourquoi? Il n'y a aucun fondement juridique, on vient de le voir, et il n'y a aucun fondement moral. Parce que ça veut dire vous cachez quelque chose. Vous avez fait une révision qui a duré à peine 3 semaines. Et il y a eu tellement d'entraves que vous avez mis sur la route. Des personnes qui doivent s'enrôler. On vous dit ok, comme 2005 c'est une nouvelle année, vous allez ouvrir. Vous dites non, on ne veut pas. Ici, nous interpellons la CEI parce que je suppose qu'il y a des personnes réfléchies là-bas pour dire on ne peut pas continuer comme ça. On donne un mauvais signal. Et comme je sais que des partenaires extérieurs financent la révision de la liste électorale, nous interpellons également ces partenaires extérieurs. Vous ne pouvez pas continuer de donner de l'argent à des personnes qui ne font pas le travail pour lequel vous donnez cet argent. En tout cas, la balle est dans le camp de l'opposition sur cette question. Il faut que nous nous unifions sur cette question pour faire front, parce qu'elle est inacceptable. Parce que si on commence à louvoyer avec la loi maintenant, mais ils vont louvoyer les résultats. Ils vont louvoyer les résultats. Donc pour nous, la révision de la liste électorale, elle se fondant sur une base légale, un fondement légal, ne peut pas du tout être dénié ou rejeté par quelque puissance que ce soit. Nous continuons notre bataille sur la question. Nous continuons notre bataille sur la question. Attendez, pourquoi dans notre pays, là, on a ce problème en Côte d'Ivoire? Le Sénégal a fait ses élections, c'est fini. Le Ghana vient de finir, c'est fini. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand l'élection arrive, chacun va chercher une deuxième résidence hors du pays? C'est quoi ça? En tout cas, nous, notre position est claire. La révision de la liste électorale, elle est déterminante pour nous. Et nous allons continuer ce combat parce que la loi est de notre côté. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. On dit, toi, ton rôle, c'est de mettre de façon que le maximum de personnes viennent voter. Et toi, tu dis, non, 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 le maximum, là, je n'en veux pas. C'est un problème. C'est un problème. Donc, pour nous, il y a une urgence. L'opposition doit s'unir sur cette question-là. Et ça donne tout un sens à l'appel du président Laurent Gbagbo de Bonois
quand il a fait l'appel, parce que l'essentiel c'était ça. Battons-nous pour qu'au moins les conditions des élections soient justes. Après, chacun va aller à son élection. Ça, c'était la question de la suite. Vous savez, notre pays, c'est vrai quand on dit les gens ont du mal à connaître le peuple de la Côte d'Ivoire. Nous n'exagérons pas. Ce pays-là, les Ivoiriens aiment la paix. Et jamais les Ivoiriens n'ont été confrontés, n'ont connu des difficultés, ne connaissent pas la violence. La violence est apparue vraiment à partir des années 90, mais à la façon surprenante quoi, les Ivoiriens. Et la façon chrétienne. Notre âme, nous sommes fondamentalement pacifistes. La paix est pour nous ce qu'est le pain et le vin pour les Français. Hein? Jamais. Il ne faut pas trouver un Français sans pain dans son tour. Il faut connaître son peuple. Vouloir changer un peuple en lui imposant des dénominateurs qui ne sont pas les siens, on se trompe grave. Est-ce que vous pensez un jour, vous pouvez imaginer un jour que Macron ou quelques présidents décident de faire un pont sur les Champs-Élysées, traverser les Champs-Élysées avec un pont, l'avenue des Champs-Élysées? Ça ne passera pas parce que c'est l'âme des Français. Ils n'accepteront pas ça. Nous, notre âme, nous sommes fondamentalement pacifiques. Nous sommes fondamentalement humoristes. Nous aimons la paix, nous aimons la joie de vivre. C'est ce qui était. Ceux qui veulent les nouveaux Ivoiriens qu'ils veulent créer là, parce qu'ils ont honte des anciens Ivoiriens que nous sommes, nous on n'a pas honte de notre identité. Qu'on tienne compte quand même de notre identité. La violence n'est pas pour nous. Et il ne pourra pas nous changer sur cette question-là. De la gouvernance économique. Chers amis, je voudrais que vous preniez, vous écoutez très bien ce que je vous dis. Dès que le président a parlé à Djamé, ils ont fait sortir des statistiques déjà. C'est ce que j'appelle la dyscalculie. Ils ont tous les chiffres. L'espérance de vie est passée en Côte d'Ivoire à 61 ans. La pauvreté est tombée à 37,5%. Et ils n'ont qu'un seul repère, 2011, comme si la Côte d'Ivoire avait commencé à vivre à partir de 2011. Pour une fois, on va le suivre sur les chemins. Pour une fois, et je voudrais que la presse fasse attention à ce que nous allons dire. Parfois, on entend des gens parler qui ont été même dans l'administration du président Laurent Gbagbo, qui, parce que tout simplement aujourd'hui sont allés au restaurant et ils ne finissent pas de manger, ils oublient même leurs propres performances, ils renient même leurs propres performances qu'ils ont faites quand ils étaient à l'administration du président Laurent Gbagbo. Chers amis qui nous écoutez ici ailleurs, le président Laurent Gbagbo, son administration, dans des conditions difficiles, a fait des prouesses économiques que je vais soulever ici, en faisant une comparaison, en prenant ce qu'eux ils savent faire. Et quand il n'y a pas de PIB croissance, on va prendre les mêmes thèmes. Le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans, de 2000 en 2010, eux ils ont fait de 2011 à 2020, nous allons prendre un certain nombre de critères et on va leur dire que vous n'avez pas fait mieux que nous. Le PIB, lorsque le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, le PIB en 2000 est de 16,58 milliards de dollars. 16,58 milliards de dollars. 2000. Et quand on dit dedans, ils ont l'air pas, hein, parce que Ouattara a été président ministre, il a géré ce pays-là pendant 3 ans. Donc c'est son héritage qui est là. 16,58 milliards de dollars. C'est le PIB, c'est la richesse du produit intérieur brut. Lorsqu'on nous charge du pouvoir, au 31 décembre 2010, le PIB de la Côte d'Ivoire fait 34,94 milliards de dollars.
soit une progression de 110,75%. Nous avons doublé le PIB de ce pays. Il faut que les gens le sachent. Et ce ne sont pas des chiffres inventés. Vous allez sur le site de la Banque mondiale, vous allez trouver ces chiffres. En 10 ans. Quand les gens parlent, on les regarde, et puis on dit, bon, c'est vrai, nous, on n'a pas été à Washington. On n'a pas été à la Pennsylvanie. Moi, j'ai fait école ici, à Cocody. Mais je suis fier. Par contre, on ne peut pas nous tromper sur certaines questions. Donc, nous avons doublé 107% du PIB. Eux, pendant les 10 ans, parce que pour moi, là, leur pouvoir s'arrête toujours. Parce qu'il faut, c'est extra. Moi, je ne compte pas l'extra. Tu veux comparer, il faut que vous ayez les mêmes constances. 10 ans ou 10 ans. Ils prennent le PIB à 34,94 milliards de dollars. Ils envoient 62,98 milliards de dollars. Soit une progression seulement sur les 10 ans de 80,85%. Donc, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire en 10 ans et ils n'en ont fait seulement que 80,85%. L'espérance de la vie. Quand nous arrivions dans ce pays, qui avait été dirigé par M. Ouattara, l'espérance de la vie, elle était de 51 ans. Quand nous quittons, qu'on nous a chassés, nous avons porté l'espérance de vie à 56 ans. Nous avons allongé l'espérance de vie de 5 ans. Eux, ils ont pris l'espérance de vie de 56 ans pour la porter en 10 ans à 59 ans. Ça fait 3 points, 3 ans de plus. Sur ce point aussi, nous les avons battus. Nous avons augmenté l'espérance de vie de 5 ans. Et ils l'ont augmenté seulement de 3 ans. L'indice du développement humain. Les économistes, il y a beaucoup de palabres sur la question. Il y en a qui pensent qu'il faut apprécier l'économie de bien-être à partir donc de ce qu'ils appellent le taux de pauvreté qui est calculé de plusieurs facteurs entendu de compte, dont un revenu médian. C'est des calculs mathématiques assez complexes. Et ça, c'est l'école de Chicago qui avait inventé ces théories-là pour évaluer les performances des économies. Mais il y a un Indien qui a réinventé une autre procédure qui a finalement été acceptée comme étant un élément important d'évaluation de l'économie, c'est l'indice du développement humain, qui est un peu plus large parce que lui, il prend en compte non seulement le revenu brut, mais qu'est-ce que vous faites du revenu, de l'affection à un certain nombre de bien-être social. C'est plus complexe et c'est plus complet. Quand nous prenons l'indice de la Côte d'Ivoire était de 0,39. Nous portons l'indice à 0,451. Soit une progression de 15%. Les zéros, c'est sur 1. Le chiffre, le maximum, c'est 1. C'est-à-dire, on prend par 1 les meilleurs, les pays comme l'Arabie Saoudite et autres, la Finlande, et ainsi de suite. Ils sont à 0,8 au sommet 0,8 et ainsi de suite jusqu'à 1. Donc, le maximum, le point maximum, c'est 1. Donc, c'est par rapport à ça qu'on fait. Sur eux, ils ont pris l'indice de 0,450 à 0,54. Nous avons fait une croissance de 15,38%. Ils ont fait une croissance de 20%. Mais, lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire, le pays,
lorsque nous laissions la Côte d'Ivoire, nous étions largement devant des pays comme le Togo, la Mauritanie, le Cameroun. On faisait jeu égal avec le Ghana. Dans l'indice de classement 2024, la Côte d'Ivoire est 166e. Le Togo a 4 places de plus. La Mauritanie en a 6. Le Cameroun plus de 20 places. Le Ghana plus de 30 places. C'est-à-dire que sous leur gouvernance, des pays qui étaient derrière nous ont dépassés. Mais dans quelles conditions nous l'avons fait? Nous tous, nous savions qu'il y avait une guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien. Mais au moment où nous faisions ça, on avait la dette qu'ils nous avait laissée. Quand nous regardons l'évolution de la dette que nous prenons en 2012, dette cumulée, intérieur, extérieur, plus les services, tout, elle faisait 7 403 milliards de francs CFA. En 2010, 2011, quand ils nous chassent, nous avons déjà engagé l'IPTTE, c'est-à-dire l'initiative des pays pauvres très endettés. Et pour faire ça, il fallait faire des sacrifices. Nous avons, en 2010, nous avons envoyé la dette à 7 854 milliards, soit une discrétion, c'est vrai qu'une diminution de 11,21% en 2010, sur les 10 ans. Mais eux, sur les 10 ans, c'est-à-dire de 2010, de 2011, ils ont pris la dette à 7 854. Et puis, ils l'ont transporté à 16 756. Et ils ont doublé la dette. Nous, on a diminué la dette, et ils ont doublé la dette, ils ont envoyé à 114% de la dette. Je parle de leurs chiffres en 2010. Quand nous comparons les bénéfices, les efforts que nous avons faits, et que le PPTE, nous sommes arrivés au PPTE, la dette est tombée à 3 600 milliards. Alors, quand nous comparons le niveau qu'ils ont atteint, c'est-à-dire le niveau qu'ils ont atteint pendant la même période, de 2010, en tenant compte des choses, si on tient compte de cet avantage qu'on leur a laissé, qui est le PPTE, jusqu'en 2010, ils ont augmenté la dette de 174%. Et si on s'en tient à la situation d'aujourd'hui, la dette a augmenté de 307%, puisque la dette est à 32 000 milliards. 2024. Donc 2021, au 31 décembre 2021. C'est-à-dire qu'on a, puisque je me suis arrêté 2021, la dette est passée à 32 000 milliards. Donc, par rapport aux gains qu'on leur a laissés, ils ont accru la dette de 307%. Ça veut dire quoi? Que non seulement nous avons doublé le PIB et augmenté l'espérance de la vie, tout en comptant sur nos moyens propres, eux, ils ont augmenté moins que nous, mais en endettant 3 fois le pays plus que nous. Voilà la différence entre un historien et un économiste. Voilà la différence entre un historien et un économiste. Les deux en tant que chef d'État. Entre un homme d'État qui s'inquiète pour son pays et un homme de pouvoir.
chers amis, n'ayons aucun complexe sur ce que nous avons fait. Personne n'a contribué de nous. Ce sont les chiffres de 60% du PIB. Et, pour ne pas, parce que c'est un document, je vais laisser à la presse. Je ne vais pas rentrer vous saouler avec des chiffres, mais je prends quelques éléments essentiels pour que les gens comprennent de quoi nous parlons. Et donc, lorsque vous regardez la progression de la dette, il y a des éléments qui sont effrayants dedans. Le service de la dette, c'est-à-dire ce que nous payons en principal et en intérêt chaque année, elle fait 62% de nos recettes fiscales. 62%. Et quand vous y avez la masse salariale, ça fait 92%. C'est-à-dire que les recettes, les impôts, la douane, toutes les recettes de la Côte d'Ivoire réunies, on couvre 92% sont consacrés à la dette et au salaire. Ça veut dire que pour les autres charges de fonctionnement, il n'y a que 8%. C'est dans ça qu'on va prendre pour nous et construire, équiper les hôpitaux, pour construire les écoles, enfin pour payer tout ce que les internats, enfin tout ce que vous demandez comme fonctionnement, faire fonctionner les administrations. Et comme ce n'est pas suffisant, alors qu'est-ce qu'on fait? On s'en va emprunter encore. On s'en va emprunter encore. J'essaie de schématiser pour ne pas vous compliquer le terrain des chiffres, mais ce document est à la disposition. Hein. On a pris tout le temps pour l'élaborer, pour qu'il reste à la disposition de ceux qui veulent savoir réellement ce qui se passe dans ce pays. En plus de cette dette, elle a une caractéristique, deux caractéristiques majeures. C'est que la dette extérieure représente 55% et la dette intérieure 45%. Et comme les créanciers extérieurs sont puissants, ils leur mettent la pression, aujourd'hui, c'est eux qui ont la priorité du remboursement. Il n'y a pas longtemps, le journal Africa Intelligent, dans sa livraison de décembre 2009, a dit que le gouvernement doit beaucoup d'argent à Bouygues. Et quand on a appris que le chef de l'État était à Paris, en France, à Bougin, toi, chez toi, ici, pour lui, ton débiteur arrive. Ils se sont avancés par lui de trouver à Bougin. Il dit, mon ami, il faut payer ta dette. Donc, les dettes commerciales internes et les dettes des structures internes sont négligées. Et ce sont les dettes extérieures que l'on rembourse. En plus de ça, non seulement la dette extérieure est dominante, vous prenez des pays, c'est pas comme ça, hein, que le Nigeria est très endetté. Mais le Nigeria est endetté à l'intérieur. Le Nigeria est endetté à l'intérieur, c'est-à-dire le Nigeria a réussi à faire une sorte d'endettement qui lui permet de ne pas tout rembourser en devises. Et quand vous finissez avec ça, c'est que la dette est beaucoup privatisée. Jusque dans les années 90, la dette était des dettes multilatérales et bilatérales, c'était des dettes publiques. Aujourd'hui, ce sont les dettes du marché, les eurobonds et ainsi de suite. J'imagine mal comment vous avez retraité cette dette-là.
C'était plus facile. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour le remboursement des dettes, pour l'initiative des dettes. Il y en a beaucoup, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup d'initiatives. Avant qu'on arrive au PTTE, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Mais aujourd'hui, le traitement de la dette en Côte d'Ivoire pose problème en Afrique parce qu'une bonne partie de cette dette elle est privée. Comment refléter une dette? Comment faire en sorte que quelqu'un à qui vous devez un privé puisse renoncer à sa dette? Donc, dette extérieure énorme, dette publique privée, la privatisation de la dette et qui rend difficile le traitement de la dette. Malgré ça, ils sont forts, mais ils font des projections optimistes. Alors que le déficit se trouve aujourd'hui, en 2023, était de 5,7% du PIB, du déficit budgétaire, c'est-à-dire nous dépensons plus que nous ne gagnons. Donc on est toujours déficitaire. C'était de 5,7% en 2023. Ils ont dit, on va se débrouiller pour arriver à 4,2%. Et on va, en comptant sur les impôts, la douane fait les recettes intérieures. Or, il se trouve que les performances, ces deux administrations ont connu des contre-performances cette année. Ni la direction générale des impôts, ni la direction générale des douanes, les deux grands pouvoirs des recettes, n'a atteint ses objectifs. La direction générale des impôts a accusé un déficit de 187 milliards et celui de la direction générale de la douane. C'est pourquoi ils ont voulu augmenter les passes Internet. C'est pourquoi ils ont augmenté le transport en mettant la TVA là-dessus. C'est pourquoi ils multiplient les voyages. C'est pourquoi la vie est chère. Et quand le président parle de la vie chère, voici les raisons de la vie chère. La DIGBA dette nous envoie dans la DIGBA souffrance. DIGBA dette, DIGBA souffrance pour le peuple. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de choix. Tous leurs critères de viabilité de la dette, ils essaient de faire des raccourcis, mais ça ne passe pas. Quand on ajoute la corruption, alors on atteint un certain niveau inacceptable. Non, la dette ivoirienne, on n'est pas encore dans la limite qui nous met dans le pays surendetté, mais nous sommes très très proches et le moindre choc va nous plonger dans la limite des pays surendettés. Nous n'avons pas de marge de manœuvre. Les chiffres sont là. Nous avons fait ce truc détaillé parce que bon, on va pas vous soulever avec chose, mais ceux qui ont besoin de ça, on vous les donnera. On va donner la presse. Les chiffres sont là. Et nous avons des propositions qui sont contenues dans nos programmes de gouvernement. La question de la dette en Côte d'Ivoire, elle n'est pas d'ordre technique. Ce n'est pas un aménagement technique qu'il faut faire. En créant une direction générale de la dette, en faisant des petits raccourcis ici. Non. Il faut restructurer totalement l'économie, comme le président de l'Empire l'avait voulu à partir des années 2000. C'est en restructurant l'économie, en inversant les rôles, que les PME jouent un rôle plus important que les multinationales. Aujourd'hui, les multinationales produisent 80% de la richesse et les PME à peine 20%. Vous ne pouvez pas avancer avec un pays. Mais pour réussir une telle réforme, il y a des secteurs clés que vous devez maîtriser. La banque. Tant que nous allons rester dans un système bancaire qui ne finance pas l'économie, mais qui finance des niches économiques, nous ne nous en sortirons pas. Donc la première mesure, il faut actuellement réviser nos systèmes bancaires.
Deuxième des mesures, il faut restructurer notre économie agricole. Il nous faut une économie agricole restructurée. Et il nous faut un leadership assuré, parce qu'il y a des décisions graves qui doivent être prises. Il n'est pas normal que dans le monde, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, une industrie qui prospère entre 100 et 150 milliards de dollars par an, les producteurs en reçoivent à peine 7%. Il faut des réformes. Mais elle partira fortement par une période transitoire vers la transformation locale. Mais pour arriver à ça, il faut alors avoir un leadership. Et la question de la taxe que nous déposerons sur les produits, sur le cacao à l'échelle internationale, son objectif justement, c'est de capter une partie de cette valeur ajoutée-là pour l'envoyer à nos paysans. Je vous en prie de me croire que si vous allez à Harvard, ou je ne sais pas où, dans l'Austrie, ou alors à Citibank, à Cityplace à Londres, et que vous présentez la vie d'un paysan ivoirien, toute sa vie, depuis sa récolte et la plante jusqu'à la fête, c'est qu'il gagne, il dort, qu'il mange, vous allez pouvoir soulever pour créer un soulèvement populaire dans les pays consommateurs de chocolat. Parce que c'est une sorte d'esclavage. Et pour changer ça, il faut qu'une partie de la valeur ajoutée soit ramenée en Côte d'Ivoire. Et d'où l'idée que nous avons de créer une taxe à l'international qui va fonctionner comme le mécanisme de la TVA, et pour que le produit de cette taxe soit reversé aux producteurs et aux pays producteurs et directement visé, qui vise directement les planteurs, les producteurs, pour changer leurs conditions de vie. Il faut revoir la législation sur le foncier. Elle est vieille, elle est inefficace. On ne peut pas être une économie agricole et avoir une telle législation qui date de 1906. C'est tout ça que nous devons éviter. Donc, la question, ce n'est pas créer des directions générales. Si vous voulez créer des directions générales sur la dette intérieure, direction générale sur la dette extérieure, faire toutes les combinaisons, ça, ce sont des aménagements techniques. Mais les fondements, il faut un leadership qui fait une structurelle. Il faut restructurer. Et on n'a pas meilleur candidat que le président Laurent Gbagbo. On veut nous le démontrer que dans les conditions de guerre, coupé de toutes les aides extérieures, nous avons accru, nous avons doublé le PIB de ce pays. Ça, c'est ça, voilà l'évidence. Il y a d'autres choses, le programme du gouvernement, le président nous a autorisé à l'éditer, on va l'éditer, il sera à la disposition de tout le monde. Vous allez le voir et vous allez voir nos nouvelles là-dessus. Après la question de la dette, il y a l'agriculture. On va le faire vite. Mais ça aussi c'est important, la question de l'agriculture. Le bilan sur l'agriculture. Chers amis, ce pays-là aime tellement les milliards qu'on se demande comment ils font. Et puis ils n'ont pas peur des milliards. Le bilan de la politique agricole. Le régime RHDP, quand il est arrivé, il a pris un certain nombre d'initiatives concernant la politique agricole. Ils appellent ça produit plan stratégique agricole. Ils en ont fait jusqu'à 4. Et on se demande comment ils font. Mais leur plan là, ça ne marche jamais. Leur plan ne marche jamais. Avant que je parle de l'agriculture, il y a un élément très important que je vous dis, s'il vous plaît. C'est important. Vous savez, vous ne pouvez pas, nous parlons de corruption et de la manipulation des comptes.
Nous avons eu la loi fiscale 2025. Et il y a un article qui nous a retenu notre attention. L'article 28 de la loi fiscale, son alinéa 2, dit ceci. Les dépenses des salaires concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Écoutez bien les mots ont leur sens. C'est la loi fiscale, donc la loi de financement, c'est-à-dire c'est la loi que je vous lis. Les dépenses de salaire concernant la période post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 imputées au compte 470 de la balance générale des comptes du Trésor par les comptables généraux payeurs et au compte d'attente par les comptables déconcentrés du Trésor sont annulées. C'est du charabia, mais je vais vous expliquer doucement, on va comprendre. En 2000, quand ils nous chassent de façon la plus violente, comme ils sont à leur coutume, ils ont pris une ordonnance. Je vous avais parlé de cette ordonnance. Vous dites que eux, tout ce que nous avons fait, eux ne connaissent pas. L'ordonnance 2011-007 du 14 avril 2011. Je la connais par cœur parce qu'elle est tellement scandaleuse. Bien. Donc, ils disent que nous, ils ne connaissent pas que les salaires, l'argent qu'on a payé là, c'est des salaires. Et ils ont obligé le Trésor à les garder dans un compte d'attente qui est le compte 470, c'est-à-dire c'est un compte qui est de transition. Le compte d'attente, c'est quoi? C'est-à-dire c'est des opérations dont les procédures de maturation des dépenses publiques ne sont pas arrivées à terme. Les salaires, on ne va pas demander que l'ordinateur fiche, on paie les salaires et après, on fait une régulation de ce compte-là qui sont les comptes d'attente en des comptes définitifs pour apurer la balance de paiement, la balance comptable des comptes publics. Il faut apurer les comptes publics au 31 décembre. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont refusé au Trésor d'apurer ce compte. Puisqu'ils disent qu'ils ne connaissent pas que c'est les salaires que nous avons payés. C'est pourquoi on a mis à condamner pour vol. Vous comprenez? Or, il y a une directive de l'UEMOA qui dit vous ne pouvez pas garder des comptes indéfiniment dans les comptes d'attente. Il faut un moment de vous les apurer. Mais comment ils vont apurer? Donc, ils ont profité de la loi de finances pour dire d'annuler ce compte-là. Et en avocat, il dit c'est eux-mêmes, c'est-à-dire la loi ivoirienne reconnaît aujourd'hui que les salaires, les dépenses qui ont été faites de décembre 2010 à avril 2011 sont des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. C'est ce que cette loi-là veut dire, ce texte-là veut dire. Parfait. À partir du moment où la condamnation du président Laurent Gbagbo n'a plus de sens. Avant que nous le disions. Maintenant, c'est la loi. C'est-à-dire le Parlement et le gouvernement se sont mis d'accord pour dire, ils n'ont pas dit des dépenses réputées, ils disent des dépenses de salaire. Il le dit, c'est la loi qui le dit. Chers amis, premier élément, donc il n'y a pas eu de vol. Puisqu'il reconnaît que c'est les salaires. Parfait. Si c'est les salaires, alors le gouvernement nous explique où sont passés les 200 millions d'euros que l'AFD, l'Agence France de développement, français de développement, a décaissé pour eux en fin avril pour, dit-on, payer les arriérés des salaires. Puisqu'ils viennent de reconnaître qu'il n'y avait pas d'arriérés de salaire, que c'était des salaires qui avaient été déjà payés. Ça, non seulement nous interpellons le gouvernement ivoirien parce que ça ne peut pas rester inaperçu, ça peut passer comme ça, mais les donateurs de France, il faut qu'il y ait une enquête parlementaire française pour dire où sont passés les 200 milliards. Je suis convaincu qu'il y a un de deuxième bracelet sur quelqu'un.
Parce qu'il faut bien qu'on nous explique. Puisque aujourd'hui, vous avez plus de 200 millions d'euros pour dit-on que vous devez payer des années de salaire. Vous venez de reconnaître que pendant cette période, les dépenses qui ont été faites étaient des salaires effectivement. Donc, les 200 millions d'euros qui font après 31 milliards n'ont pas servi à payer les salaires. C'est parti où? Les Ivoiriens ont besoin de savoir. Les Français qui ont donné l'argent ont besoin de savoir. Donc, il est important pour nous, chers camarades de ce parti et chers peuples, de connaître aujourd'hui le régime de RADP vient de reconnaître que la condamnation du président Laurent Gbagbo sur cette base-là, nous on le savait, elle est non seulement illégale dans la forme, mais elle est infondée, elle est injustifiée dans le fond. Puisque c'est la loi qui le dit, les dépenses des salaires concernant les telles périodes. Mais si c'est des salaires, on nous a condamné pourquoi? On nous a condamné pourquoi? C'était important. L'article 28, c'est important. Et nous allons taper là-dessus pour que la vérité sorte de cette affaire. C'est trop facile. Les 200 millions, vous pouvez taper sur le site LiveD. Ça s'est passé en avril 2011. On vous dira que Christian Lagarde, il a promis 400 millions. Ils ont donné 200 millions. C'est parce que les 200 autres millions sont venus. Mais les 200 millions sont venus. Et par son nom, c'est le ministre Dibi Charles qui est allé signer. Le ministre des Finances. Nous, on veut savoir, l'avenir est partout. Alors, on va finir maintenant la politique agricole. Chers amis, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est première productrice importatrice de riz du monde entier. Et ça, c'est surprenant. Parce que comme je vous ai dit, il y a eu 3 plans, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a eu 3 plans d'ajustement qu'ils ont fait pour pouvoir, 3 plans de développement agricole. Et ces 3 plans leur ont pris 14 000 milliards. Oui. Pour, dit-on, sauver, restructurer l'agriculture, faire en sorte que les paysans ne soient plus dépendants donc des conditions climatiques. C'était des engagements qui ont été pris à Malabo, ce qu'on appelle la déclaration de Malabo, qui a été pris pour aider les pays africains à faire face aux chocs et au changement climatique et aider les populations à vivre et à bien cultiver. La Côte d'Ivoire a engagé ce plan-là et dedans, sur les 3 plans qu'ils ont organisés depuis 2012, ils ont fait un plan de 2012 à 2015, 2015 à 2018, ils sont à 14 000 milliards qu'ils ont utilisés. Et il y a un plan spécial qui contient le riz. Et ce plan-là, ils l'ont fait également en deux étapes. Et il y avait, ça leur a coûté 627 milliards. La première étape, c'était de faire en sorte que nous puissions être autonomes, autosuffisants. Nos besoins de consommation de riz, tel que ça avait été évalué, parce que le président Laurent Gbagbo avait déjà fait une alerte sur la consommation de riz, sur l'évolution du riz, et avait mis en place un programme pour l'autosuffisance alimentaire en riz. Déjà, en 2009, alors qu'on espérait une centaine de milliards qu'on n'a pas pu avoir, avec à peu près 3 milliards de recettes, de dépenses, on a atteint 38% des objectifs qu'on attendait. En 2009. Le programme avait été lancé en 2007.
Ils sont arrivés et en 2016, le gouvernement ivoirien, devant le monde entier, a dit qu'ils étaient autosuffisants. Eux qui montraient les productions, on est autosuffisants et que la deuxième étape va être maintenant se consolider pour créer ce qu'on appelle les réserves de sécurité. C'est ce qu'ils ont dit. Or, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la première importatrice de riz en Côte d'Ivoire, dans le monde, en Afrique. Pour 2024, c'est pratiquement 467 milliards de francs CFA que nous avons mis pour importer du riz. Pourtant, le gouvernement a proclamé qu'il était autosuffisant. Il y a un ministère du riz ici. En plus, la société l'ADERI, l'agence de développement du riz, il y a eu un ministère du riz ici. Ça aussi, il y a quand même un peu de gêne. Et dans son discours, le chef de l'État a dit que la production du riz en Côte d'Ivoire était bien avancée, on était presque en train de cumuler, de combler le déficit. Mais nous sommes le premier producteur, le premier importateur de riz. Et des pays comme le Nigeria, qui le fut avant premier importateur de riz, ont changé, ne sont même plus dans le classement des 10 importateurs de riz. Pourquoi? Parce que Buhari, qui était président, en a fait son cheval de bataille. Le Nigeria a quitté l'importation de riz. Ça a même créé un conflit entre lui et le Bénin, qui est le deuxième importateur de riz. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il y a des mesures pour fermer pour interdire l'importation de riz au Nigeria, on connaît bien nos amis nigériens, ils passaient par le port de Cotonou pour faire partie du riz. Donc, à un moment, le Nigeria a fermé sa frontière, Malik est là, il peut témoigner, a fermé sa frontière, ça a duré 3 mois. Interdit de transférer la frontière des deux pays. Grâce à cette politique, le Nigeria est sorti de l'importation de riz. C'était cette politique que le président Gbagbo avait vue quand il a fait l'alerte, il a fait un tableau qui s'appelle l'alerte de la consommation de riz. Eux sont venus. Toute leur spécialité, c'est de créer des agences. Ils créent l'agence ici, ils créent l'agence ici, ils créent l'agence ici, et on ne sait pas où ça va. Mais ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant pourquoi? Parce qu'on vous a déjà dit, le riz que nous consommons, qui va au marché international, il ne représente que 15% de la production mondiale. Chacun produit pour nourrir sa population d'abord. Et le riz que nous on appelle ici Denis Kachal, c'est le riz de stockage. C'est-à-dire, les pays sérieux comme le Japon, le Vietnam, et tout de suite, chaque année, ils constituent un stock de riz pour prévenir les situations de production sur 2-3 ans. Et quand les 3 ans arrivent et qu'il n'y a pas de problème, ils déstockent et ils mettent ça sur le marché. Et il faut moins cher. C'est comme ça va acheter pour moi ici. Or, le pays est en train d'aller dangereusement vers une pente où tous les signes extérieurs d'une confrontation, d'une guerre sont réels. Parce qu'on ne sait pas où l'administration Trump va s'arrêter avec ses mesures. Donc aujourd'hui, chacun cherche à protéger sa production de céréales. Donc on ne peut pas nous voler avec ça. Vous ne pouvez pas vous être autosuffisant et en même temps être premier importateur de riz. Quand vous importez la riz, vous êtes acquis. Puisque vous êtes pour Dieu manger déjà, c'est suffisant. Ça, c'est inacceptable. C'est la même chose la politique de cacao. Alors qu'eux-mêmes, ils ont dit dedans que dans leur disposition depuis 2012, qu'ils doivent reverser aux paysans 60% du prix CAF.
prix CAF, enfin quand il faut le calcul pondéré sur les 12 ans, les 12 années passées, les 12 mois pardon, le prix CAF est pour les 7600 $ la tonne. 60%, ça nous donne à 2400 francs le kilogramme. Et ils achètent ça à 1800. Et puis vous vous étonnez que les gens se débrouillent pour franchir vos frontières pour aller vendre ça ailleurs à 5000. Mais tout ce que vous voyez là, pourquoi ils sont incapables d'innover? Mais c'est à cause du poids de la dette. J'allais vous montrer, mais c'est pas mal. Voilà. Ce tableau là que vous voyez là, ce sont toutes les parafiscalités qui sont prélevées sur le cacao. La parafiscalité. La fiscalité et la parafiscalité. Il faut rembourser la dette. Il faut donner de l'argent aux amis qu'on a placés à la tête des associations. Et celui qui perd dans cette affaire, c'est le paysan. C'est pourquoi le président Gbagbo avait dit sa proposition, laissez les paysans vendre leurs produits. Mais on est dans un pays libéral, c'est vous qui vous êtes libéraux. Laissez les paysans vendre leur cacao. Aujourd'hui, on a le prix le moins élevé du cacao sur le marché que nous servons aux planteurs. Pourquoi? Parce que la boulimie de la dette nous tient liés et nous ne pouvons rien faire. Ce que nous disons, c'est la même chose pour l'anacarde, c'est la même chose pour le coton. L'année passée, les vendeurs de coton, là, et ça, le grand frère Mali qui est témoin, des gens sont allés vendre le coton, quand ils ont fini, au moins, ils attendaient qu'on les paie, on a dit non, il faut partir, parce que c'est toi-même qui nous dois. Non, mais ce n'est pas musulman, c'est pas de la musulmane. Puisqu'ils ont pris des étrangers. Et il y a une marque qui est venue, qui s'appelle Jassi, une maladie est arrivée, qui a détruit les cotons. Les gens qui sont arrivés ont dit, les gars, je te donne mon étrange, il faut me payer. C'est-à-dire, le coût de revient est plus élevé que le prix de vente. Alors, on a appelé ça arithmétrie au CE2. On sait que ce n'est pas bon. Chers amis, voici l'état de la Côte d'Ivoire. L'état que nous préparons à prendre. Voici l'état dans lequel on nous laisse. Donc, tous les discours que vous voyez, tout ce que vous entendez, c'est de l'enfumage pour cacher la réalité. La réalité, c'est que sur tous les plans, nous avons été meilleurs gestionnaires qu'eux. La réalité est que nous avons un leader qui est un homme d'État qui connaît très bien son peuple, vivant avec lui, qui a une vision, et c'est parce que cette vision-là était progressiste qu'on l'a empêché de la mettre en œuvre totalement en 2000. C'est parce que cette vision-là est encore d'actualité que vous voyez toute cette sorcellerie autour de sa candidature. Or, le monde change. Les Africains veulent sortir de la logique de l'économie coloniale. Nous en avons les moyens. Nous avons un leader pour ça, qui a donné des preuves et qui continue d'entretenir l'espérance des Ivoiriens et des Africains. Nous allons aux élections en 2025 pour les gagner. Et aujourd'hui, plus qu'il y ait les chiffres et la réalité économique, la cherté de la vie, la crainte de la dette, la destruction de nos valeurs culturelles, la démolition des maisons des personnes les plus faibles et la pauvreté qu'on essaie de cacher dans les calculs, une pauvreté là. Et il y a parfois même des chiffres qui sont insultants. C'est-à-dire quelqu'un s'est levé le matin, il n'a pas mangé,
Et toi, tu sois à la télé, tu dis j'ai diminué le taux de la pauvreté. Mais tu l'insultes. Quand François dit, mais lui, tu fous de moi, quoi. Tu as diminué comment, et puis moi, tu n'es pas arrivé chez moi encore. Mais nous sommes le PPAC. Et je voudrais terminer par là en disant ceci. Quand un peuple se bat, il n'y a pas de bataille plus difficile qu'une bataille pour le triomphe de la vérité. Il y a beaucoup d'obstacles. L'adversité est énorme. Comme on appelle, les entraves, les intimidations. Mais nous sommes les pro-Gbagbo. Nous sommes les pro-Gbagbo. Nous sommes les pro-Gbagbo. Et notre détermination pour sauver ce pays-là n'a pas de limite. Et personne ne peut nous enlever cette détermination, quelle qu'en soit la forme et les moyens d'intimidation. On vous remercie. C'est pas assez nourri comme applaudissement. D'après ce qui du docteur qui vient nous donner, si besoin et encore, la position du parti et ce qu'il vient de dire à l'idée d'être clair. Mais vous, avec la presse, comme je vous connais, vous venez encore vous poser des questions, on laisse le temps aux conférenciers de souffler légèrement. Et puis, après vos questions, le processus est le suivant. Vous prenez le micro, vous vous présentez, prenez votre organe et vous posez votre question. Le ministre Katina est prêt à y répondre afin de donner plus d'éléments à ce qu'il a déjà dit tout à l'heure. Les questions sont maintenant à vous avec la presse. Nous vous écoutons. On va passer le micro à Alassane Salou, journal Inter. Voilà, bonjour déjà, Monsieur le ministre. Ma question est relative à la candidature du président Laurent Gbagbo. À ce jour-là, le président Laurent Gbagbo l'avait lui-même dit, l'ONU avait déjà écrit au gouvernement pour leur notifier justement la question de sa réinscription sur la liste électorale. À ce jour-là, je voudrais savoir comment ça a évolué à ce niveau-là. Au niveau de... Je disais donc, lors de la réunion du comité central, le président Laurent Gbagbo avait évoqué la question de sa candidature et l'ONU qui avait déjà écrit au pouvoir pour leur notifier cela. Et vous aviez annoncé justement, il avait lancé un appel à son parti à travailler justement à sa réinscription sur la liste électorale et sa candidature. Je voudrais savoir à ce jour-là comment la question évolue. Et puis, deuxièmement, vous l'avez dit, l'union de l'opposition en vue de faire évoluer les conditions du processus électoral. Comment ça se passe et quels sont les moyens de pression dont vous disposez pour faire changer les choses? Merci. Autre question? Autre question? Journaliste. Ok. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Sinon, je peux faire en même temps. Il y a une question en même temps. D'accord. Oui, alors, la dernière fois qu'on est venu là-dessus, on vous avait montré le document qui parle de la recommandation de l'ONU en direction de la Côte d'Ivoire pour l'élection inclusive. Et
Je voudrais vous dire ceci. Et je crois que la dernière fois, je l'ai dit, mais je n'étais pas très clair, on n'a pas bien compris. Nous, le PPACI, la question de la candidature ne se pose plus au conditionnel. Elle ne se pose plus au conditionnel. Mais nous, on est bien en campagne. Nous, là, on est en campagne. Vous avez prévu après demain. On vous a invité à Macron. Mais quelqu'un qui est déjà en campagne, mais lui, je vous dis de reste. Chers amis, notre candidat sera non seulement candidat, mais il va gagner les élections. Ça, je vous le dis, je vous le répète. Les mois de président, nous en avons suffisamment. Mais, en plus, il n'y a pas un moyen de personne plus fort que la vérité elle-même. La vérité est là. En tout cas, moi, je me donne l'avantage de côtoyer. Quand je me vois, et quand j'apprends la vie, je prends la vie. Donc, moi, après, je parle de parce que l'évidence, il ne faut pas que le donner sur l'évidence. Il faut pas que sur l'évidence. Si le gouvernement n'avait pas de candidat, son découp n'avait pas intéressé. Puis de toute façon, le 6 de tout le décret, c'est parce que ça vous fait un combat. C'est pas là que vous avez son discours. Donc il n'y a pas de souci sur cette question-là. C'est notre bataille. Autre question? Ces régions pour le gouvernement. Les invités se sont réunis au stade de capitalisation de la Martinique afin de discuter avec nous cette journée d'argent. Samedi, monsieur le maire de la commune, comment vous êtes? Notre question, je considère que les questions d'ailleurs possiblement sur le propos du conférencier, le ministre du Centre national police, président du CSP, du Conseil de l'enseignement, porte-parole du parti. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je voudrais inviter chers camarades de la deuxième partie, chers amis journalistes, je voudrais encore vous donner nos remerciements. Nous sommes une année électorale. Et les joutes oratoires, c'est ce que nous on sait faire. C'est ce qu'on nous a appris et c'est dans ça que nous avons été formés. Et nous allons avoir beaucoup de contradictions. C'est pourquoi nous prenons très du sérieux, nous accordons du sérieux aux déclarations que nous faisons. Le président Gbagbo va faire sa tournée, qui va se terminer certainement à Dabou. Nous avons notre fête de Dabou, le 4 et le 5 avril 2025. C'est notre fête annuelle, la fête de la Renaissance. Notre parti est en train de monter en puissance. Ça peut effrayer beaucoup de personnes. On les comprend. Mais si nous montons en puissance, c'est parce que, effectivement, c'est nous qui incarnons l'espérance des Ivoiriens.
la solution qu'on a pour s'est transformé en débat royal. Est-ce que vous comprenez l'expression? Ah, vous ne connaissez pas? Ah, débat royal. Ah, donc venez dans votre corps, hein. Le président en avance, hein. Il en avance. Nous avons le peuple pour nous. Nous avons la vérité pour nous. Nous avons la détermination pour nous. Et par-dessus tout, nous avons Dieu pour nous. Parce que Dieu, qui a renvoyé Laurent Gbagbo vivant de là où on l'avait enterré, ce Dieu-là ne peut pas l'abandonner en si bon chemin. Cette foi, nous la partageons avec vous. Ainsi s'achève le central numéro. Merci beaucoup. De la merci beaucoup. Très bien. Vous l'avez proposé. Sur le prochain, sur le consentement.